Parfois on se demande à quoi ça sert l'Europe en fait. Erasmus? Non mais ok, c'est toujours la même réponse, mais ça va bien plus loin que ça. Moi par exemple, j'ai l'impression que l'Union Européenne a toujours existé, parce qu'on n'a pas connu autre chose. Mais quand on regarde l'actu, avec les Britanniques qui quittent l'Union, on réalise qu'un pays peut décider de partir comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que demain, l'Europe pourrait disparaître ? En fait, il suffit de remonter à la génération de nos grands-parents pour comprendre qu'à l'époque, les enjeux étaient importants. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman déclare « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre ». Et pas d'Erasmus du coup. S'il dit ça, c'est parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui a ravagé le continent européen, et sous la pression des États-Unis en pleine guerre froide, l'Europe de l'Ouest cherche à se reconstruire et à garantir la paix. Comment ? Erasmus? Non, en construisant une Europe politique bien sûr. Ah, je pensais que c'était Erasmus. En 1948, 800 délégués de 18 pays européens se réunissent au congrès de La Haye. Ils posent l'idée qu'il faut favoriser un rapprochement ou carrément une unification des États européens à partir de moyens politiques, économiques et culturels. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, l'idée est assez ouf. Et près de 70 ans plus tard, on en est où au juste ? En 2019, l'UE s'est bien agrandie puisqu'elle compte 28 États. Enfin, bientôt 27, puisque l'UE connaît aussi une sorte de crise, comme le montre la volonté des Britanniques d'en sortir. Alors nous, la question qu'on va se poser, c'est comment le projet de construction européenne s'est mis en place depuis 1948, et donc comment il s'est transformé et a été remis en cause depuis 1948 pour en arriver à ce qu'on connaît maintenant. En 1948, tout le monde est au moins d'accord sur une chose, il faut garantir la paix et la reconstruction économique de l'Europe. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le procédé. En même temps, ça aurait été trop simple. D'un côté, il y a le camp des confédéralistes. Eux souhaitent une union fondée sur la coopération d'États pleinement souverains. De l'autre, le camp des fédéralistes. Eux veulent un État fédéral qui dépasse les États-nations. Et on peut même distinguer un troisième camp, celui des fonctionnalistes. C'est celui de notre gars sûr Jean Monnet, un des pères fondateurs de la construction européenne. Eux pensent que la coopération économique est un préalable à l'intégration politique. En même temps, son blaze, c'est monnaie. Donc c'était un peu écrit dessus, quoi. Mais il y a aussi ceux qui s'opposent au projet, bien sûr. Les Britanniques, par exemple, qui à l'époque ont peur que la construction européenne affaiblisse leurs liens avec le Commonwealth. En fait, eux, ils ont toujours été coussi-coussa, quoi. Et il y a aussi les partis communistes qui préfèrent l'élargissement de l'influence soviétique à toute l'Europe. 2 ans plus tard, en 1950, la construction européenne fait un grand pas en avant avec la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, qui en est à l'initiative sur une idée de Jean Monnet. On peut dire que la CECA a un objectif pacifiste parce qu'elle place sous une haute autorité commune les productions de charbon et d'acier de pays qui se sont fait la guerre, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et les Pays-Bas. Ensuite, la CECA a aussi une dimension fédérale. Elle comporte une cour de justice, un conseil spécial des ministres et une haute autorité. Et ces 3 structures constituent le modèle des futures institutions européennes. Mais il y a une autre initiative qui pour le coup fait un bide, c'est le projet de défense européenne. En 1954, la CED, Communauté européenne de défense, qui vise à créer une armée européenne, est rejetée par à peu près tout le monde. Ouais, non, on va rester sur le charbon et l'acier plutôt. Je préfère garder mon armée. À l'époque, la supranationalité en matière militaire fait en effet très peur. Sous l'influence de Jean Monnet, la coopération européenne continue malgré tout de progresser. En 1957, la RFA, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signent les traités de Rome qui instituent la Communauté économique européenne, la CEE, et créent un marché commun européen. À partir de là, les marchandises et les capitaux peuvent circuler librement au sein des États membres. Donc vous voyez, ça avance toujours sur des projets très pragmatiques, ce qui évite les oppositions idéologiques. Un an plus tard, en 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir en France et relance le débat autour de la construction européenne. Lui, mise à fond sur le rapprochement avec l'Allemagne. On appelle ça le couple franco-allemand. Par contre, De Gaulle s'oppose à 2 reprises à l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, en 62 et en 67. Il accuse le Royaume-Uni d'être le cheval de Troie des USA. Ah ouais, il a peut-être pas gardé un si bon souvenir de Londres. Enfin, il s'oppose carrément à l'idéal d'Europe fédéraliste proposé par les pères fondateurs. En fait, De Gaulle veut une Europe confédérale. Et pour que tout le monde comprenne bien, il balance cette grosse punchline: on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Oui, alors, moi aussi j'ai eu du mal, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire une Europe supranationale, donc l'omelette, avec de vieilles nations européennes, les œufs durs. Ah ouais, c'est de G, Charles de Gaulle. Et dès qu'il y a un risque de renforcement de la supranationalité, la France s'y oppose. Elle provoque même un blocage des institutions communautaires en 1965. En gros, De Gaulle fait ça. C'est la politique de la chaise vide. Enfin, le canapé vide, du coup, parce que ça, c'est un canapé. Mais il faut imaginer que c'était qu'une seule chaise. Et là, ça aurait été la politique de la chaise vide. Ça devait être un peu spé l'ambiance des réus à l'époque, non ?
La situation bouge en 66 Avec la chanson Juanita Banana d'Henri Salvador. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Non, 66, c'est surtout le compromis du Luxembourg qui confirme la règle du vote à l'unanimité des États membres pour toutes les décisions importantes. L'évolution vers une structure fédérale est donc a priori bloquée pour longtemps. C'est le président Georges Pompidou qui propose finalement de relancer la construction européenne en 1969 à la conférence de La Haye. Sa stratégie, éviter le débat fédéraliste-confédéraliste. Il est même d'accord pour intégrer le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Ah, ça c'est cool les gars, je voulais visiter l'Irlande justement. Mais ce bel élan est freiné par la crise économique et les tensions entre les pays. Oh non. À partir des années 70 et jusqu'au milieu des années 80, la CEE fait face à 5 défis principaux. D'abord le défi de l'élargissement, puisqu'elle intègre en 73 le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, en 81 la Grèce et en 86 l'Espagne et le Portugal. Et à ce moment-là, ces 3 pays sont en pleine transition démocratique. Ensuite, il y a le défi de la démocratisation. Le Parlement européen gagne en légitimité avec la première élection des députés au suffrage universel en 79, même s'il reste à ce moment-là majoritairement une assemblée consultative. Il y a aussi le défi de la coopération économique. Là, c'est un peu un échec pour la CEE, car les États sont divisés sur les orientations économiques à adopter. Je vous rappelle qu'à l'époque, on est en pleine crise économique suite au choc pétrolier de 73. Un autre défi dont on n'a pas fini d'entendre parler, c'est l'euroscepticisme. À l'époque, il se développe entre autres à cause de Margaret Thatcher, qui cherche à réduire la contribution britannique au budget communautaire. Alors eux, de toute façon, depuis le début... Et enfin, il y a le défi politique, car la CEE ne parvient pas à trouver un modèle politique durable entre les logiques supranationales et les logiques intergouvernementales. Ouais. Et pour l'Euro de foot, par contre, y a pas de problème. À la fin des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient Stan Smith au pied. Non mais les mecs, rien à voir là. Ça c'est I am le Mia. Genre c'est pas du tout le bon prompteur. Je danse le Mia. À la fin des années 80, l'intégration européenne se poursuit dans une perspective fédéraliste. En 85, c'est la signature de l'accord de Schengen. À la libre circulation des marchandises et des capitaux, l'accord de Schengen ajoute la libre circulation des personnes, ce qui est unique au monde. En 1992, le traité de Maastricht donne naissance à l'Union européenne et aboutira à la création de l'euro en 99. En plus de ça, il donne de nouveaux pouvoirs au Parlement, notamment dans le domaine législatif. Après la chute du régime communiste en 89 et la disparition de l'URSS en 91, on commence à envisager la construction européenne pour tout le continent. Et les pays de l'Est sont nombreux à déposer leur candidature. Alors j'ai une lettre de motif de la Slovénie là. J'ai rien compris. En 90, avec la réunification allemande, la CEE absorbe automatiquement l'ex-RDA et commence à lancer des programmes d'aide aux anciens pays de l'Est pour encourager leur transition économique. En 93, au sommet de Copenhague, l'Union européenne définit les critères d'adhésion pour les États qui souhaitent l'intégrer. Accepter l'acquis communautaire, être un État démocratique, normal, et avoir une économie de marché, et surtout, participer à l'Eurovision. Ça c'est une vanne, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans vos copies. Dans les années qui suivent, pas mal de pays rejoignent l'Union européenne. En 95, c'est l'Autriche, la Suède et la Finlande. En 2004, 10 nouveaux États dont Chypre et Malte s'y ajoutent. En 2007, l'UE accueille 2 anciens pays communistes, la Roumanie et la Bulgarie. Et enfin en 2013, la Croatie. Eh ouais, désolé les gars. C'était une belle finale quand même. Aujourd'hui, l'Union européenne comprend 28 membres. Et je suis sûr que les Britanniques, c'est juste un prank qui a mal tourné et qu'on restera à 28. Elle couvre plus de 4 millions de kilomètres carrés et compte plus de 500 millions d'habitants. Ça pèse. Bien sûr que ça pèse, mais cet élargissement pose aussi pas mal de problèmes. Déjà, il y a un problème d'hétérogénéité. Par exemple, certains pensent que les pays de l'Est, qui ont un niveau de vie plus faibles, peuvent être un frein à la construction européenne. Pour d'autres, le problème c'est que l'UE est une construction à géométrie variable. Par exemple, la zone euro ne concerne que 19 États, et même pas le Royaume-Uni. Il y a aussi un problème géopolitique avec la Russie, qui est pas super chaude de voir des pays de l'ex-bloc soviétique rejoindre l'UE. Il suffit de voir la situation en Ukraine pour comprendre qu'il y a quelques tensions par rapport à ces questions-là. Dernier problème, jusqu'où l'UE doit s'étendre? Est-ce qu'il faut intégrer la Turquie, le continent, la planète Mars? Certains pensent que ce serait un atout majeur dans les relations avec le Moyen-Orient, mais d'autres refusent à cause des différences culturelles. Je parle de la Turquie, non, parce que Mars, nos relations avec le Moyen-Orient, ça n'a pas trop de sens. Moyen-Orient? Peut-être. Élargir l'Europe politique, c'est une chose, mais il y a quand même quelques sujets un petit peu chauds à régler. Déjà, il y a la question de la politique extérieure. Dans ce domaine, c'est clairement les États qui gardent la main. Du coup, comment est-ce que l'UE pourrait parler d'une seule voix? Certains estiment que c'est à cause de ça que l'UE a du mal à s'affirmer en tant que puissance géopolitique mondiale. Ensuite, on voit bien que l'espace Schengen est très critiqué et de nombreux pays européens ont repris le contrôle aux frontières. Alors je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais l'opinion publique est un peu divisée sur la question de l'accueil des migrants. Tout petit peu.
Et enfin, il y a les crises de la dette qui touchent notamment les pays du sud de l'Europe, Portugal, Italie, Grèce et Espagne, et qui menacent la stabilité de la zone euro. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, l'UE est très souvent critiquée. Alors laissez-moi vous résumer la situation. D'un côté, on a la droite qui critique l'UE parce qu'elle fait perdre trop de souveraineté et favoriserait une immigration non contrôlée. Et d'un autre côté, on a la gauche qui l'accuse de favoriser le néolibéralisme. Et il y a deux exemples qui illustrent cette montée de l'euroscepticisme. Le premier, c'est au moment du traité de Maastricht en 92. C'est la première fois que les Français sont consultés pour l'Europe et ça passe tout juste. C'est passé à ça de la quiquette. Pareil chez les Danois qui, eux, n'adoptent même pas l'euro. Deuxième exemple, en 2005, avec le refus par référendum du traité constitutionnel en France, mais aussi aux Pays-Bas. Bon, après on a eu le traité de Lisbonne qui en gros reprend la majorité du traité constitutionnel, ce qui fait dire aux eurosceptiques que l'Europe se fait contre l'avis des peuples. Ah, vous entendez ça? Vous savez ce que c'est? C'est l'Ode à la joie de Beethoven. Mais c'est surtout l'hymne européen, ma gueule. On va pas se mentir, l'identité européenne est encore balbutiante. Il suffit de voir les taux d'abstention aux élections européennes pour comprendre qu'il y a du boulot. Et pourtant, l'intégration européenne, ça passe d'abord par les populations. Mais alors, est-ce qu'on risque pas un éclatement de l'UE? Bah franchement, quand on voit les événements récents, on peut se poser la question. En 2014, en France, le FN, parti eurosceptique, remporte les élections européennes avec 25% des suffrages. En 2016, les Britanniques décident de sortir de la construction européenne avec le Brexit. Et en 2018, en Italie, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, tous les deux eurosceptiques aussi, remportent les élections législatives. Si vous tombez sur ce sujet au bac, voilà le plan que vous pourriez proposer. D'abord, une première partie consacrée à la naissance d'un projet d'Europe politique, 1948-1957, avec une première sous-partie sur les différentes conceptions de la construction européenne, ensuite les succès et les échecs des premières réalisations européennes, et enfin la naissance de la CEE. Ensuite, une deuxième partie consacrée au projet européen en chantier, 1957-1992, avec l'Europe des 6 face à De Gaulle, 1957-1968, puis la construction européenne face à de multiples défis, 1969, début des années 80, et enfin la relance de la construction européenne vers plus de fédéralisme, fin des années 80 jusqu'à 92. En troisième partie, il faut aborder les défis et les remises en cause de la construction européenne depuis 92, avec la question de l'élargissement de l'Europe politique, puis celle de l'achèvement de la construction de l'UE et la réforme de l'Europe élargie, et enfin la question de l'euroscepticisme. Alors de quoi sera fait le futur de l'Union européenne? Eh bien ça va en partie dépendre de ce que veulent les peuples qui la composent à travers les élections nationales et européennes. Et vous en pensez quoi de l'Europe? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et en attendant, on se remet un petit coup de Beethoven, juste pour le kiff. En plus c'est libre de droit du coup, parce qu'il est mort il y a longtemps, donc on peut se permettre. C'est rare, hein, ça, c'est pas souvent qu'on peut faire ça, donc... Kiffons. Vous êtes au collège ou au lycée, bah ça tombe bien, on a créé l'Anse Sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous.